Bien, je retrouve Elodie. Là. Oui, Donc ça me fait plaisir. une habituée de la chaîne maintenant. Oui, bah oui, du coup. Voilà. Alors, comment vas-tu? Bah bien, je suis contente d'être là, je suis contente d'être à nouveau au CERF Galactic Dev parce que c'est toujours chouette, il y a toujours une bonne ambiance et ça fait plaisir aussi de revoir les gens, y compris les lecteurs qu'on revoit d'une année sur l'autre et ça fait vraiment plaisir. Donc non, je suis très contente d'être là, c'est chouette. Déjà, qu'est-ce que tu penses de Auxerre Galactic Day 2022 comparé à l'année dernière? Ah mais c'est aussi bien en fait, j'avais adoré l'année dernière, j'adore cette année. C'est vrai que cette année, l'année dernière, le concours de costumes avait eu lieu juste à côté, donc on avait eu énormément de bruit. Et là, il est un petit peu décalé, donc c'est un peu mieux, juste pour ça. Mais sinon, non, honnêtement, c'est génial, l'organisation est top. Donc non, franchement, c'est super. Enfin, c'est un de mes salons préférés, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup venir ici. Et pour l'édition 2022, tu as eu beaucoup de personnes qui sont venues te voir au stand? Bah oui, on espère toujours plus, hein, c'est toujours pareil. Mais non, il y a eu vraiment beaucoup de passages, il y a eu des gens, on a vendu. Et on a aussi beaucoup de personnes qui nous ont découvert, qui ont découvert nos livres, avec qui on a pu parler, notamment des enfants aussi, et parler de la lecture, parler de l'écriture. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça fait partie du travail aussi de pouvoir rencontrer les lecteurs et de leur parler. Et c'est vraiment bien. Alors ça, c'est une question de ma compagne. Quand tu écris, combien de temps dure la correction? Alors, la correction par moi ou la correction par mes correcteurs? Je sais pas si tu l'as fait toi ou... Voilà, alors moi j'écris une première fois, ensuite je relis une fois en global pour essayer déjà de repérer d'éventuels points d'incohérence, de repérer les passages un peu mous aussi, les passages où on s'ennuie à la relecture, pour vraiment modifier ça. Après, une fois qu'au niveau du sens c'est réglé et que ça va, on passe à la correction vraiment plus orthographique. Alors moi à la base j'ai des troubles 10 et donc j'ai une dysorthographie, donc c'est très très compliqué pour moi de voir mes fautes d'orthographe. Par contre je m'attarde vraiment aux fautes de syntaxe, aux fautes de construction de phrases, ça c'est très important. Et puis après je passe le relais à la maison d'édition et là il y a toute une phase d'aller-retour avec les directrices de collection et les correcteurs. Donc bon, tout ce qui va être correction d'orthographe, c'est eux qui vont s'en charger. Je sais pas honnêtement combien de temps ils mettent pour le faire. Et après, en général, voilà, il y a des corrections où la correctrice ou la directrice de la collection va dire bah tiens ça, peut-être que tu pourrais tourner ça autrement, peut-être qu'on pourrait mettre la phrase plus comme ça ou revoir un peu ce passage. Et là, tu as tout un échange, un échange avec la correctrice. D'aller-retour, on fait V1, V2, V3, V4 typiquement, où on est d'accord ou pas, où on argumente, où on essaye. Moi régulièrement il y a des choses pour lesquelles je dis ah bah oui j'y avais pas pensé, en fait c'est très bien, il n'y a pas de souci. Et puis il y a d'autres choses, des fois je dis bah non quoi, ça j'aimerais vraiment que ça reste comme ça et on en discute et des fois on trouve une solution intermédiaire et puis des fois bah non la correctrice se range à mon avis et le laisse. De toute façon avec Kailash c'est l'auteur qui l'emporte entre guillemets à la fin. Et voilà, si vraiment il y a un désaccord, on tranche en général en faveur de l'auteur. Et on dit bon bah voilà, si tu tiens vraiment à ce que ce soit mis comme ça, on met comme ça. S'il n'y a pas une faute, voilà, si ça constitue pas une faute en soi, que c'est juste un ressenti par rapport à une phrase ou un passage, voilà, si l'auteur y tient vraiment, on le laisse. Ça, c'est une phase qui peut mettre, pour une nouvelle, ça peut être réglé en 2-3 semaines. Pour un roman, ça peut prendre facile un mois ou voilà, enfin c'est un mois ou plus. Ça dépend vraiment des corrections qu'il y a à faire et de si c'est fluide ou pas quoi. En fait, ça fait 1 an et demi qu'elle est dessus sur la correction, mais elle rajoute encore des choses. Et ça c'est toujours le risque en fait. Quand tu relis, tu te dis ah mais j'aurais voulu mettre ça et puis ça et puis ça rallonge la sauce. Ne pas hésiter aussi, surtout et ça c'est important, à faire lire son manuscrit par quelqu'un d'autre, que d'autres personnes le lisent et lui fassent des commentaires. Alors des commentaires généraux, voilà. Elle a demandé à diffuser le manuscrit à quelques-uns et ils lui ont mis des commentaires et tout. Et après travailler en fonction de ça, essayer de voir les commentaires qui reviennent beaucoup aussi, que si elle l'a fait lire à plusieurs personnes, essayer de voir les commentaires qui reviennent beaucoup, essayer de s'en inspirer, de comprendre pourquoi ces commentaires sont là et comment faire pour améliorer les passages quoi. Et ça effectivement ça peut être long mais bon après de toute façon on rend jamais, on aimerait proposer toujours un produit fini et parfait à la maison d'édition, mais dans les faits, on propose jamais un produit parfait. Parce qu'on est tellement dedans qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Et de toute façon, c'est tout l'intérêt du travail de l'éditeur et du correcteur d'apporter justement un regard neuf
sur le manuscrit et de l'améliorer, parce que c'est aussi leur travail en fait. Suite à tes livres que tu nous as présentés, j'allais dire la semaine dernière parce que c'était le montage, mais il y a un an, tu as eu des retours? J'ai eu des retours, oui, j'ai des gens qui sont venus, notamment sur les contes des deux comtés. J'ai un monsieur qui est venu et qui m'a dit qu'il avait pris pour son école. Il m'avait dit qu'il avait quelques élèves 10 qui étaient contents du coup de pouvoir avoir des livres adaptés, qui pouvaient lire beaucoup plus facilement. J'ai une dame qui est revenue acheter la suite pour sa fille parce qu'elle avait lu le premier et qu'elle avait adoré. Et voilà, donc non, c'est chouette. Même pour les anthologies, on a des gens qui sont repassés, qui ont dit ah oui, c'est vous, je suis passé, je l'ai acheté l'année dernière, il était chouette. Il y a eu d'autres anthologies de fête, vous pouvez m'en parler. Voilà. Donc non, c'est plutôt positif et c'est plutôt sympa. Ouais. Dans l'idée d'en écrire un nouveau? Oui, toujours. Ou d'autres nouveaux? J'en ai plusieurs nouveaux sur le feu. Après, le problème, c'est d'avoir le temps de les écrire. Parce que voilà, j'ai 4 enfants à côté, j'ai une vie bien chargée. On n'a jamais assez de temps pour écrire, on n'écrit jamais aussi vite que ce qu'on voudrait. Mais oui, l'année prochaine, déjà en cours d'année, l'année prochaine, en mai prochain, il y a une nouvelle anthologie qui va sortir sur le thème des belles-mères. Donc c'est une anthologie un peu drôle et un peu piquante où j'ai une demi-nouvelle qui va être dedans. Et sinon oui, j'ai un roman jeunesse et un roman adulte SF qui sont en cours d'écriture et que je devrais proposer prochainement à la maison d'édition. Alors après, entre le moment où tu finis d'écrire, le moment où tu proposes, le moment où eux peuvent lire et après le moment où, si ça leur plaît, on enclenche les corrections, il peut facile se passer 1 an et demi. Enfin voilà, c'est pas... Et l'écriture de roman, c'est vraiment une temporalité longue en fait. Aussi bien pour l'écriture que pour tout l'après. Et des fois, on se retrouve à corriger un livre avec la maison d'édition alors qu'on a fini de l'écrire depuis 1 an ou 2 parce que c'est vraiment des temporalités longues. On va revenir à Stargate. D'accord, pas de souci. L'année dernière, je t'avais posé des questions, on avait beaucoup parlé de Baal, etc. Mais là, on va parler des Goa'uld. D'accord, parlons des Goa'uld. T'es plutôt Anubis ou Apophis? Alors moi, je suis plutôt Anubis. Alors Apophis est très clinquant, très grandiloquent, très esthétique en fait. Il en impose, il a sa tenue très brillante, très ça. Mais c'est vrai que je préfère quand même Anubis parce qu'il y a beaucoup plus de réflexion derrière. Il est vraiment plus rotor, il a vraiment une pensée plus à long terme. Le fait d'avoir réussi à tromper Oma pour s'élever, c'est quand même un cran au-dessus des autres Goa'uld qui restaient vraiment dans je me fais passer pour un dieu et j'assois ma domination avec ça, avec quelques tours de passe-passe et des gros vaisseaux. Voilà, Anubis, il était vraiment sur autre chose, quoi. Et j'apprécie ça. Plutôt Hérour ou Chronos? Alors j'aime aucun des deux vraiment, mais plus Chronos quand même, parce que Hérour, je trouve qu'il fait toujours un peu ridicule. Il arrive avec sa jupette et il parle très fort et il fait très roquet en fait, je trouve Hérour. Mais du coup, c'est très drôle. Quand les rares fois où on a interaction avec Aegien et Hérour, je trouve ça très très drôle. Mais Chronos, oui, il y a une autre dimension, il est plus imposant. Et puis il y a toute l'histoire avec Teal'c, en fait, tout le passif avec Teal'c qui rend Chronos aussi intéressant, qui lui donne de la profondeur, plus qu'Hérour où au final on survole et c'est plus il est beaucoup plus secondaire que Chronos. Alors on va continuer. Baal ou Sokar? Ah, Baal. Voilà, Baal, toujours. Sokar on ne voit pas beaucoup. Sokar on ne voit pas beaucoup déjà. Et après la planète de Sokar est géniale. L'idée de Nettu, d'avoir une planète en fer, c'est fantastique. Mais c'est vrai que Baal c'est autre chose. Baal c'est devenu une figure emblématique. C'est pas un personnage principal, mais presque quoi. C'est l'antagoniste qu'on adore détester. Des fois on fait même équipe avec lui. Donc voilà. Donc, non, Baal toujours. Aujourd'hui, j'ai discuté avec le stand Stargate, avec d'autres personnes qui aiment bien Stargate aussi, et on s'est imaginé pourquoi pas une suite avec un Goa'uld qui contamine un Wraith. Ah, ce serait excellent ça. Je sais pas si c'est physiologiquement compatible, mais ouais, ce serait top. Les Goa'uld, et avec Baal d'ailleurs, l'un des clones est allé dans Adria, Nori, donc... Ouais, ce serait possible.
Non, c'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est dommage que ça ne fasse qu'un épisode, cette partie-là, parce que Baal, dans Adria, c'était très, très prometteur potentiellement et très... Voilà, il y avait un potentiel à la fois pour développer l'histoire et en même temps un potentiel comique assez... Parce que pour le coup, je ne pense pas... Enfin, on aurait pu imaginer quelque chose où, dans le long terme, Adria n'aurait pas été un hôte si passif que ça et si facile à contrôler que ça, même pour Baal, et ça aurait pu donner des choses très intéressantes aussi. Mais du coup, ouais, un Goa'uld dans un race, ouais, ce serait chiant. Ouais, et puis ça lierait les deux. C'est ça. Atlantis, ça a été un. Ouais, mais ouais, ce serait... Il y a du potentiel. Et en même temps, Stargate, il y a énormément de potentiel pour tout. De toute façon, comme je disais tout à l'heure dans l'interview avec l'association Stargate, on ne sait pas si les Nox ont survécu aux Ori. Non, on ne sait pas. Après, honnêtement, je pense... L'avantage des Nox, c'est quand même leur capacité à se cacher, à être à distance. Même au temps des anciens, ils étaient dans l'Alliance. Donc voilà, ils se connaissaient. Mais je pense qu'il y avait un certain retrait. C'est un peu le principe des Nox et de leur neutralité, d'être toujours... Les Nox, c'est la Suisse, quoi. C'est vraiment... Non, nous, on s'implique pas dans vos affaires. Et il y a toujours une partie dissimulée, je pense, chez les Nox, qui font qu'ils survivent à tout, mais aussi au détriment des autres, quoi. Alors il y a quelque chose que tu as dit l'année dernière qui m'a influencé dans les questions, c'est les Furlings, est-ce que c'est un running gag? J'ai posé la question peut-être 3 ou 4 fois. Il y en a, ils pensent que oui, il y en a, ils pensent que bah non, les Ewoks, c'est pas des running gag. Je sais pas, ouais, moi je l'ai vraiment senti, ouais, comme un running gag. Et je pense pas que c'était voulu au départ. Voilà, on avait mis les 4 races, on a tout montré sauf les Furlings. Et je pense qu'après c'est devenu une espèce de gag de se dire en fait un peu comme les ananas où au final on a mis un ananas une première fois parce qu'il fallait une corbeille de fruits exotiques sur une planète quelconque et qu'on a peint l'ananas et que ça a fait rire tout le monde et qu'on s'est dit on va en mettre partout. Enfin, je pense que les Furlings, il y a un petit peu de ça quand même, d'où le fait d'en faire des Ewoks dans le 200e. Mais voilà, est-ce qu'il faut, si on refait un Stargate, est-ce qu'il faut montrer les Furlings quitte à détruire cette espèce de magie et de mystification qu'il y a autour des Furlings? Je ne sais pas. J'avais eu un doute quand on a commencé à voir les aliens bleus de Universe. J'avais eu un doute à me dire que si ça se trouve c'est eux en fait. Mais bon, c'est pas le même alphabet, les lettres sont pas les mêmes quand tu compares, donc sans doute que non. Puis même ils leur ont donné un nom, je crois, au bout d'un moment. Je sais plus. Dans Atlantis, à un moment donné, il y a le Dédale, je crois que c'est le Dédale, qui c'est pas leur Dédale, c'est un autre qui saute, qui à un moment donné tombe sur un nouvel ennemi, à moitié cyborg. On les oui. Déjà quand on retrouve les Asgard sur Atlantis, alors que les Asgard c'est pas les mêmes, ouais. On pensait qu'il n'y avait plus du tout d'Asgard et sur Atlantis, tu apprends qu'en fait, les Asgard, il y a une branche dissidente, entre gros guillemets, mais que en fait, il y a toujours des Asgard quelque part, quoi, qui évoluent différemment. Et voilà, donc oui, il y a plein de matières, c'est le problème. Alors, quitter Stargate, concernant les lutins de Kelak, tu as fait d'autres conventions cette année avec le stand? On a fait les Imaginales en mai. Après... Frédéric pourra en reparler, il a fait autre chose, moi je devais y aller aussi et j'ai eu une sciatique de l'enfer et j'ai pas pu y aller du coup, mais oui, on essaie de faire d'autres choses. La semaine prochaine on sera au salon de Saulieu par exemple. À chaque fois il m'envoie les dates et quand c'est pas trop, moi je suis de Troyes donc quand c'est pas trop loin de chez moi j'y vais et voilà. Mais on essaye de faire quand même pas mal de choses parce que... Est-ce que la forêt d'Orient t'a inspiré? Alors pas directement, non. Après j'aime beaucoup les forêts, donc on va dire au sens large, dans un sens oui. Spécifiquement non, j'ai plus en tête la forêt de Pimpon, donc la forêt de Brocéliande, quand j'ai écrit les 2 comtés que la forêt d'Orient. Moi je l'aime bien, hein. Honnêtement les lacs et le lac de la forêt d'Orient et la forêt d'Orient, c'est vraiment une zone qui est très sympa. On y passe nos étés. Enfin avec les enfants c'est pratique. C'est pas très loin et c'est l'occasion de se promener en forêt à vélo ou autre. C'est vraiment une jolie zone, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop inclus de Troyes et des alentours dans mes romans parce que c'est du fantastique et c'est de l'imaginaire que j'écris. Donc je décris pas tant que ça des lieux réels, en fait. D'accord. Bon, un rendez-vous en 2023 pour la suite. Eh ben, avec plaisir à 2023.